On va entamer la partie. Donc, c'est un fichier assez long. Donc, je vais présenter que l'essentiel de ce fichier-là. Il est assez un petit peu presque de 100 diapos. On ne va pas tous les défiler. Donc, juste l'essentiel. On va focuser juste sur les notions qui sont essentielles. Alors, pourquoi les services web? Alors, parce qu'on peut réaliser toujours des sites web. Mais pourquoi on est obligé de créer des services web? Alors, par exemple, on prend l'exemple des banques. Vous avez un guichet automatique et le serveur. Alors, est-ce que sur le guichet automatique, vous voyez la page web de ce serveur-là? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une communication entre le guichet et le serveur. Alors, normalement, il y a des langages. Il y a des protocoles de communication. Ce n'est pas le protocole normal de HTTP. En plus de HTTP, il y a disons, d'autres protocoles de communication. Alors, les protocoles de communication entre machines, ce n'est pas comme l'être humain. L'être humain peut corriger, il peut comprendre ce qui est entre les lignes. Mais la machine, elle est trop rigoureuse, trop stricte. Alors, c'est pour cela qu'on a créé certains langages de communication entre machine et machine. Alors, les services web sont nés lorsqu'on veut communiquer deux machines entre eux. Alors, normalement, qui sont assez connus, c'est le protocole SOAP. Elle est basée sur le langage XML. Vous connaissez que le langage XML, c'est un langage qui est structuré. Il y a autre, c'est le langage. Il y a les API REST. Alors, c'est le langage JSON. Est-ce que vous connaissez le langage JSON? Hein? Oui. Donc, vous connaissez donc quand il y a des accolades, c'est comme les objets en langage JavaScript. Vous trouvez des objets qui peuvent inclure d'autres objets à l'intérieur. Alors, la seule différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle la publication. Alors, pour les choses, on doit les publier. Mais pour les langages JSON, c'est pas sa structure, on n'a pas besoin disons, des schémas, etc., etc. On n'a pas besoin. Déjà, sa forme, à partir de sa forme, on peut extraire les données sous forme hiérarchique ou comme on veut. Alors, ce qui est dans votre descriptif, c'est le langage SOAP. Alors, c'est l'ancien, mais vous pouvez créer certaines applications, voire même le langage JSON qui est assez simple. Surtout dans sa consommation, on n'a pas besoin de connaître comment il est publié ou d'autres informations. Pour le langage SOAP, on a besoin d'informations pour explorer le service. C'est comme un guide, on doit avoir un guide pour l'explorer. Alors, on va parler sur l'architecture orientée service, les services web SOAP, le WSDL et SOAP, et le développement d'une application avec JAX WS. C'est ça ce qui nous intéresse. C'est comment peut-on développer un serveur et un client. Donc, on va utiliser l'API JAX WS. Il existe d'autres, par exemple Axis ou autres. Donc, pour les serveurs applications, ça fait partie d'eux. Mais pour des raisons de propriété intellectuelle. Alors, vous savez que lorsque toujours Oracle a acheté de ça, GDK, donc beaucoup de choses ont été enlevées. Parmi eux, c'est JAX-WS. Donc, il fait partie intégrante avant Java 8, mais après Java 8, vous n'allez pas le trouver. Donc, c'est une dépendance externe que vous devez ajouter. Et c'est mieux de travailler avec Maven. Vous donnez juste, disons, la dépendance, et c'est lui qui va se charger de chercher la version et de la ramener vers votre ailleurs. Alors, même pour le client, par exemple, pour créer un client avec le GDK 8, c'est facile. Donc, parce qu'on utilise le VC import, c'est une commande qu'on utilise, il est dans GDK avant 11. Mais à partir, je crois, Java 11 a été enlevé. Donc, on utilise des utilisateurs externes pour créer des clients. Donc les clients, on ne consomme pas directement le JAX WS, c'est pas comme l'API REST. Donc, juste avec l'URL, on peut faire des appels. Donc, il faut créer ce qu'on appelle des stubs. Ce sont des classes qui modélisent normalement le service web qui est distant. Donc, c'est comme vous importez l'objet distant. Il ressemble un petit peu à RMI ou Orba. C'est la même philosophie. Donc, il y a des classes, des modèles. C'est comme une vision. Vous avez une vision sur le service web. Alors, qu'est-ce qu'il fait le client normalement? Il prend les classes ce ne sont pas des classes complètes, juste la définition des classes, serveur. Et à partir de ces classes-là, il génère les fichiers XML pour sa requête. Donc, on fera les deux. Normalement, qu'est-ce qu'il arrive? Lorsqu'on envoie un objet, il se transforme en XML. Il est attrapé par le client. Mais le client, pour envoyer une requête, c'est à partir des classes qu'il génère la requête et il envoie le serveur. Normalement, si on n'arrive pas à, disons, si on n'a pas de ces utilitaires-là, on sera ramené à écrire tout. Ça veut dire d'écrire la requête comme elle est. Ça demande des connaissances de comment le fichier WSDL est structuré, et des connaissances en XML pour envoyer la requête. Mais avec ces utilitaires-là, ils nous épargnent, donc c'est eux qui vont créer à partir juste des classes les fichiers, les requêtes XML nécessaires.
donc il est où? Il cherche un service, donc il est où? Donc il peut faire appel directement au fournisseur. Bien sûr, le fournisseur, il publie dans l'annuaire le service. Donc toujours comme on a comme le DNS, donc un élément central dans lequel on définit les éléments, nos éléments ou nos services. Alors le client, la première chose, c'est qu'il cherche le service et ensuite il fait appel. Alors, voilà le service soup. Alors les services web sont un moyen standard permettant aux entreprises de communiquer sur un réseau. Alors, comme tout à l'heure, j'ai dit que sont plus orientés machine-machine. Sont plus orientés machine-machine. Et comme ça, toujours, vous entendez avec des développeurs sur front-end, back-end. Donc, vous pouvez même séparer le développement de l'application. Chacun, par exemple, il maîtrise JavaScript, etc. Certains langages, pas PHP, mais disons JavaScript ou d'autres, donc clients. Et l'autre, il maîtrise, par exemple, des langages de développement du serveur. Donc, comment ils vont communiquer entre eux, c'est via les services web. Toujours, lorsqu'on développe un serveur, c'est mieux toujours de créer une API pour les services web. Alors, cette API-là, elle peut être consommée par des applications mobile, par exemple. Vous pouvez facilement créer l'application mobile. Donc, vous connaissez les services, donc l'application web sera léger. Tout à l'heure, l'autre fois, il m'a dit qu'est-ce qu'on peut créer, par exemple, l'application comme Glovo. Alors, Glovo, par exemple, il est léger, donc son interface, donc maintenant, vous connaissez les éléments de l'interface. C'est rien, juste une cercle, je crois, avec 3 boutons. Il y a 3 boutons ou 5 boutons sur l'interface. Il n'y a pas beaucoup de choses. Le travail, en réalité, il est sur le serveur. Donc l'application, toujours, elle est légère, elle est rapide. Alors, donc, cette séparation, toujours, nous permet d'améliorer les deux séparément. Donc, je peux modifier la vue sans toucher le serveur, et je peux changer le serveur, mais je peux garder les mêmes noms pour le service web. Donc, c'est le contenu du service qui change, la méthode avec laquelle il change. Mais la communication, le protocole de communication doit être le même. Donc, les interfaces, c'est pas avec Java qui sont publiées, c'est avec les langages C++. Donc, vous pouvez développer ton application avec le langage que vous voulez, mais les clients qui vont appeler les objets à distance, les services à distance, donc vous devez leur communiquer l'interface du service en langage C++. Alors, comme on a dit que les services web sont indépendants de la plateforme, donc c'est ça donc on dit que c'est faiblement couplé. On ne dépend pas de langage, il est faiblement couplé. Alors, toujours, il y a la notion de la réutilisabilité. Alors, normalement, les services web, donc le protocole, par exemple, pour MCGI, mais par exemple, pour soit REST, soit SOAP, etc., c'est le protocole HTTP. Donc, voilà juste un exemple. Donc, il y aura toujours on a plusieurs services. Alors, on a un grand service, mais qui utilise ces services-là. Donc, pour le client, il ne va pas savoir parfois les détails, comment le service agence voyage, comment il va le répondre. On ne va pas entrer le détail de la communication. Donc, pour lui, c'est juste, il a une interface avec laquelle il communique, donc ce qui reste, c'est à l'intérieur. Donc, pour le client, il n'a qu'un résultat qu'il va voir. Donc, il ne va pas savoir, par exemple, quelle est l'architecture. Il ne doit pas savoir quelle est l'architecture de votre système. Donc, dans ces système, peut rendre ce des services, et les services peuvent communiquer entre eux et vous donner une interface au client. Donc, c'est quelques avantages pour cette campagne lorsqu'on implémente en architecture en service web. Donc, ils peuvent communiquer indirectement avec les services web. Les services web d'autres organismes, sans que vous le savez. Alors, je vous donne un exemple. Lorsque vous achetez sur AliExpress, c'est une chose par exemple, est-ce que. Alors, comment le prix est calculé? Vous verrez, il y a les prix qui s'affichent. Est-ce que vous aurez les mêmes prix? Est-ce que vous aurez les mêmes prix, par exemple, en France? Oui, pourquoi? Alors, c'est le même produit. Et peut-être c'est le même trajet. Vous savez pourquoi? Alors, lorsque AliExpress, vous le tentez d'acheter, lorsque vous faites passer le panier, ou lorsqu'il vous affiche la liste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté. Donc, il prend un identificateur de produit et l'envoie, par exemple, au douane du Maroc, ou au Mali, etc. Ça dépend du pays. Et c'est le douane qui lui répond. Voilà, le shipping, combien il va coûter? Alors, il va t'afficher toute la source. Le prix initial, défini par, disons, la boutique plus, le shipping est signé par qui? Par le serveur des douanes des différents pays. Alors, pour les douanes, ils ont un catalogue dans lequel il y a des produits. Soit ils sont douanés sur le nombre ou sur le poids. Ça dépend. Par exemple, les ordinateurs, ils sont douanés sur le poids. C'est pour ça qu'ils sont chers. C'est 1000 pour les ramener au Maroc. Et il y en a qui sont douanés sur la quantité. Combien vous donnez? Un ou deux, trois.
ça dépend. Alors, tout ce travail-là, il est fait via les services web. D'accord? Donc, il y a une communication entre ces organismes et les différentes douanes. Alors, les douanes, ils ont comment des services web. Et sans l'intervention de l'être humain, ça. Donc, c'est de la communication. Alors, tous les standards des technologies web sont ouvertes, ne sont pas des propriétaires. Ça veut dire on peut les utiliser. Donc, on peut créer des WSDS sans personne ne vous dire pourquoi vous l'avez créé. C'est ça l'avantage. On doit respecter, on utilise il n'y a pas des licences à acheter, etc. Donc, tout est open. Alors, la définition de WS, elle a dit que Web Service is software application, donc c'est pas URL, whose interface and binding are capable of being defined, described and discovered by XML certificates and supports direct interaction with other software applications using XML-based message via Internet-based protocol. Alors, pour c'est Web Service de type SOAP. Alors, voilà un diagramme sur l'architecture en général de la technologie des services web. Bien sûr, ils se basent sur le protocole TCP, HTTP, etc. Alors, le langage de communication sur le langage XML, leur schéma, etc. Alors, bien sûr, l'échange sur le protocole SOAP, RPC, HTTP, GET, POST, etc. Alors, pour la description, il y a le WSDL, le RDF. C'est quoi le RDF? Alors, c'est le web sémantique. C'est le web sémantique. Dans les pages web, c'est comme on fait des étiquettes pour les données. Par exemple, je peux afficher une page dans laquelle je mets sur 1992. Mais cette information n'a pas d'infosens, mais je peux ajouter de la sens. C'est une année, par exemple, ou l'année universitaire, etc. Je peux ajouter une annotation aux données. Je peux annoter les données. C'est ça le web sémantique. Cela facilite son exploration. Alors, le système de découverte, l'UDI, et les processus, donc ce sont les business process. Donc, voilà, juste voilà comment les choses seront réalisées, mais c'est pas ça ce qui nous intéresse, c'est ce schéma-là. Alors, on a un consommateur, un UDI register dans lequel on va créer publier nos fichiers. Normalement, ce sont des fichiers WSDL qui donnent des descriptions sur le service web et le service web proprement défini. Alors, l'UDI, c'est Universal Description Discovery and Integration. C'est une base de registre et un mécanisme de découverte qui ressemble aux pages jaunes et sert à stocker et à classer les interfaces et les services web. Le WSDL, c'est le Web Service Description Language. C'est défini comment les fonctions, les services sont définis dans ce service web. Son nom, par exemple, les méthodes qui existent, comment vous pouvez l'appeler. Alors, pour ça, c'est Simple Object Access Protocol, le protocole de communication. Et bien sûr, le XML, c'est le langage de communication. Donc, on ne va pas s'attarder sur tout ça. Alors, on passe le WSDL. Alors, WSDL, c'est aussi Descriptor Language. Donc, il est déjà standardisé par le WS. Alors, il nous définit l'interface du service web. Alors, ce que fait le service, où on peut le trouver et comment l'invoquer. C'est ça ce que le WSDL doit nous ouvrir. Alors, voilà sa structure. Alors, il y a l'adresse du service, le protocole de transport, l'interface, donc il reçoit des messages ou l'information métier, etc. Alors, on les verra en pratique. Alors, les opérations de messages, ce sont les types. Donc, comment les types sont les types. Alors, il y a une partie abstraite qui rassemble les données et les opérations du service. La partie concrète, donc déjà contient les informations techniques, comme le nom, l'encodage, etc., l'adresse, l'invocation des services, etc. Alors, les aides de développement actuel masquent le langage XML associé à WSDL, peuvent également générer le WSDL associé à un service à partir de son code. Alors, donc, lorsqu'on va développer, on ne va pas, normalement, on doit savoir quelle est la structure de WSDL, mais normalement c'est l'IDE ou la plateforme qui va le générer en fonction de certaines annotations qu'on va définir. Donc, on va dire, voilà le service web, service web, paramètres, etc. Si à partir de ces annotations, il va générer automatiquement les fichiers XML. Donc, voilà sa structure. Donc, on peut, les services, les bindings, port type, les types, les messages et les types de données. Donc, on va faire un exemple qui est concret. On a ici par exemple l'exemple de carte validateur. Donc on a un IDAT, donc carte validateur, booléen,
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a crédit card, donc il y a le number, l'expiring date, etc. Où il y a le crédit card, number, string, control, etc. Donc, voilà le schéma de cet exemple. On a le binding, c'est le card validateur pour binding. Alors, qu'est-ce qu'il a ici? C'est le fichier. Donc, juste le C, document, le validate, operation. Donc, l'opération, c'est la fonction. Donc, l'operation, c'est name validate. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a operation sub action, user body address, etc. Alors, les services, alors, card validateur, on a le port, card validateur, port. Vous comprenez un petit peu la structure du fichier XML. Donc, je n'ai pas l'insérer ici, mais c'est pas lui. Est-ce que vous voyez bien? Vous pouvez voir là. Le service, normalement, il a un binding ici. Donc, le binding, voilà. Le card validateur, on met le binding, c'est bon. Ici. Maintenant, on ne s'intéresse pas trop le message, mais parfois on doit comprendre pourquoi. Si on a des erreurs, si le CFS ne fonctionne pas bien, donc est-ce que c'est à cause de. Si le fichier WSDL est interrompu, je ne sais pas, il n'était pas totalement chargé, ou il est corrompu, peut-être. Donc on doit savoir pour savoir où devient l'erreur, ou parfois on n'a pas d'API. J'ai pas d'API. Alors est-ce que je peux communiquer avec le service web? Oui. Mais c'est moi qui je devrais créer, par exemple, par exemple, je veux publier mon service web, alors je dois savoir le WSDL, comment le créer manuellement et je dois le déposer copier par coller dans l'IA. Et l'autre, c'est le contraire. Donc, juste, il faut savoir qu'il y a donc certains éléments, mais pas tous. Ça ne veut dire pas qu'on va le maîtriser, mais juste on doit comprendre un petit peu sa fonctionnalité. Mais c'est la plateforme qui va gérer tout ça. Donc, il va le créer, il va le consommer. Toujours le building, c'est quelque chose, c'est l'écoute. C'est l'écoute. On écoute sur quoi ici? Donc, normalement, ici, on définit, je crois, opération validate. Si on revient sur ici, donc, quelles sont les fonctions qu'on a? Si vous revenez, il y a le local validateur, il y a validate, vous le voyez? Donc, c'est l'opération qui va être. On a une autre pour la classe crédit card, c'est la méthode crédit card. C'est juste un constructeur, je crois. Juste un constructeur. Comment l'objet il est créé. Donc, ce qui va être, on ne va pas l'invoquer, mais ce qui est intéressant, ce sont les données. C'est number, expert date, etc. Alors, oui, number, par exemple, ici. Alors, on a par exemple ici les messages ce sont les types. Les messages définit les types. Par exemple, on a ici un message. Donc, pour part name, c'est élément, c'est validate, NS. Ici, validate response, je cherche l'autre qui. On voit la port type. Alors, ici, c'est cadre validateur. On a combien de port type ici? Voilà, une port type, c'est ce qu'on a défini. Donc, input. Donc, on définit ce qu'il a comme input et comment output. Alors, voilà le TNS validate. Il est où? Il est défini quelque part. Voilà le message. Alors, voilà, vous revenez ici, par exemple, ici, on a input message TNS validate. Alors, voilà validate, il a un paramètre element TNS validate. Alors, en général, le schéma, il est défini sur ce chemin-là. Dans l'XST, on peut trouver le schéma. Et dans ce fichier-là, vous allez trouver les types, proprement les types, comment ils devraient être. Si je cherche, ici vous allez trouver par exemple, ici je vois pas la structure, par exemple la date, etc. Mais on va le trouver dans le XST. Comment, par exemple, ceci va être défini. Crédit card. Dans l'exemple ici, on ne voit pas par exemple la date, etc. Donc ils sont définis dans le fichier XST. Donc vous pouvez voir qu'il n'est pas destiné à être écrite par la main. Donc c'est difficile de l'écrire. Alors il y a la partie de définition dans le namespace. Alors, on définit les types des données. On utilise généralement le grammaire XST donc pour définir les types. On peut avoir plusieurs définitions. Voilà le schéma. Par exemple, ici, validate, c'est une séquence. Argument, on peut créer des cartes. Donc, minimum occurrence, c'est 0. On peut avoir une ou plusieurs ou 0.
Alors ici, on a un type complexe crédit card, alors qui contient un control number, un expired date, le number et le type. Donc ce sont alors qui définit ce type-là. Et dans le fichier WSDL, juste on a déclaré celui-là, donc c'est l'entrée et sortie par exemple ce type-là. Ici, proprement dit, on définit les types, c'est dans le XSD. Donc pour chaque WSDL, il y a de son XSD. Alors l'élément message, normalement c'est l'accès à une méthode ou une entrée ou sortie. Donc comment peut-on accéder à une méthode dans entrée et sortie. Alors les éléments PALS peuvent décrire les arguments et les paramètres. Alors je vais juste passer ces éléments-là. On ne va pas se tarder sur des détails. Alors l'élément port type, alors précise les opérations du service. Alors il contient un ensemble d'opérations, chaque opération étant une association de messages en entrée et en sortie. Alors les types de ports, alors il est presque comme disons les interfaces en Java. Donc vous définissez différentes opérations qui sont offertes par ce service-là. Alors chaque opération est constituée d'un ensemble de messages. Donc on verra ça dans proprement dit dans l'exemple. Alors pour binding, il décrit le protocole concret de swap. C'est surtout comment ils sont ordonnés et comment ils vont être circulés. Donc ils font la liaison. Alors comme résumé, donc on a un service, une collection de ports. Un port est une adresse de réseau et un binding. Le binding c'est le protocole ou le format, un format de données associé à un type de port. Port type, un ensemble d'opérations. Une opération est une action proposée par le service et un message, un ensemble de données. Une donnée est une information typée sur un système de type comme celui du schéma 3W. Alors, SOAP, il utilise le langage XML. Alors, comment il est structuré? Alors, on a un enveloppe, un header, un body, le corps, etc. Donc, on ne va pas prendre ça par cœur, mais on doit savoir comment pour envoyer une requête XML, on va le voir en pratique. Voilà un exemple, par exemple, d'une requête, d'une requête, XML, qui, par exemple, ici, on en parle avec Authentication, et on envoie un username, par exemple, et un MT5. Comment il est? C'est pour dire qu'il est crypté. Donc, c'est un mot de passe crypté. Ah, c'est l'autre exemple. Donc, on va valider une carte. On reçoit un boolean indiquant si cette carte est valide ou non. Donc, le 2, par exemple, ici, pour remarquer qu'il y a que return, c'est true. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le number, expire date, on va expirer le number, par exemple, et le type déjà. Donc, vous voyez ces informations-là, vos cartes validées, vos applis validées avec ces informations-là, et il va nous répondre. Ici, c'est la méthode. Il existe, on suppose que c'est une méthode Java. Voilà les paramètres qu'il va recevoir. Cette méthode-là, il retourne booléen. Donc, voilà son retour, comment il doit être apparu. Ici, c'est par exemple, on peut dire, voilà, par exemple, s'il y a une erreur, ici, on n'a pas envoyé faute. Donc, s'il y a une erreur, on peut recevoir false, voilà ce qui était arrivé, exception, etc. Voilà un exemple complet. C'est un calculateur normalement, c'est un calculateur. On a une classe qui a une méthode, par exemple ici add, qui fait la somme. Il a deux paramètres i et j, et retourne le cas qui est la somme de i plus j. Alors pour rendre, c'est la notation JAX WS. Alors si vous voyez que c'est JAX, c'est Java X, ça veut dire que c'est Java 8 et avant. Donc ce code-là va marcher avec Java. Pour la nouvelle, vous allez trouver ici, c'est Jakarta.gws, etc. Alors pour définir que cette classe correspond à un web service, on ajoute la notation web services. On peut spécifier le nom du web service, sinon il va prendre le nom de la classe
Le web méthode, si vous ne spécifiez pas, elle va prendre add, mais pour les paramètres, c'est mieux de les nommer. Les paramètres, c'est mieux de les conseiller de les nommer. Pourquoi? Lorsque le fichier est compilé, dans le bytecode, on garde le nom de la classe et on garde le nom de la méthode. Mais pour les paramètres, non. Les paramètres sont dans le bytecode qui est exécuté par la machine virtuelle, ils sont remplacés par arg1, je crois arg0, arg1, etc. Donc, ils ne gardent pas les noms. Alors, c'est mieux de les nommer. Même s'ils deviennent des classes, on peut à partir des classes extraire les fichiers XML pour l'invocation de ce service-là. Donc ça va marcher parce qu'on travaille avec le Java, le code Java. Mais si on compile et on déploie, c'est difficile d'extraire. Vous allez trouver que vous n'allez pas trouver IIJ. Vous allez trouver arg 0, arg 1. Et vous allez perdre le sens des arguments. Vous allez trouver arg 0, arg 1, etc. Donc vous n'allez pas trouver les noms que vous voulez, par exemple l'âge, le nom, prénom, etc. Alors voilà le fichier XML, pardon, de VSDL qui est généré pour cette classe-là. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Le binding, c'est calculateur de WS Force Binding. Alors le type, c'est calculateur de WS. Alors quelles sont les opérations? Il n'y a qu'une seule opération, c'est l'opération AT, opération sub action, etc. Donc ici, c'est le radius latéral. Alors voilà, le prototype, c'est celui-là, on l'a défini ici. Alors c'est le port type, ni. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a une méthode add. Alors il a le add et le response. Donc il a deux paramètres, le input et l'output. On va chercher dans le message, que sont les messages. Et voilà, on a le add de l'input. Il accepte un paramètre de élément add. Et le message name, add response, etc. Et là, elements, add response. Alors dans le fichier XST, vous allez trouver les types ici, de ces paramètres, vous allez trouver dans les types de fichiers XST. Ici, c'est l'adresse de location, location, où il est où? Service. Voilà le nom de la liaison de ce service-là. Alors voilà la requête comme il est. Vous envoyez, vous appelez le add avec ces paramètres-là, de IIJ, et vous allez recevoir le return avec la valeur. Tout ça, on ne va pas le faire avec les yeux, donc on va quand même l'utiliser. Alors, JAX WS, donc normalement, je vais arrêter l'enregistrement pour lancer une autre. Déjà une autre.